Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine, au Cégep de la Pocatière, 14,8 millions de dollars seront consacrés à la rénovation de la piscine fermée depuis 2023. À Forestville, les élèves sont confrontés aux conséquences d'un accident de la route en participant à une activité de simulation sous le thème de l'impact. À Valbriand, un nouvel espace communautaire conçu pour toute la famille. À Montjoly, l'animateur Gino Chouinard est conférencier au Salon Santé et Mieux-être de la Métis. À Deschambault, l'atelier Pousse-Terreau apprend aux jeunes et aux moins jeunes les plaisirs du jardinage. À Vaudreuil-Dorion, le musée régional accueille l'exposition Instant suspendu de l'artiste Chantal Coute. À Sainte-Anne-des-Monts, l'artiste Lise Tanguay présente l'exposition Les uns les autres. À Bonaventure, la bibliothèque Françoise Bugeaud propose l'exposition La langue des algues du photographe Jean-Pierre Babin. À Sainte-Agathe, un mardi sur deux, les joueurs de la Coalition d'improvisation des Hautes-Laurentides montent sur scène. Et pour commencer cette émission, rendons-nous à Saint-Urbain, où l'entreprise Galveco vient de mettre en opération le plus gros bassin de galvanisation de l'acier au Canada et où Félix Chouinard de TVCO a assisté au premier trempage. C'est aujourd'hui que l'entreprise Galveco à Saint-Urbain inaugure le plus grand bassin de galvanisation au Canada. On fait partie des quelques chanceux qui ont pu assister à cet événement hors du commun. Évidemment, on n'a pas pu tout vous filmer. Il y a des enjeux de secret industriel, de compétitivité, mais on vous a filmé tout ce qu'on a pu. On est équipé, on peut rentrer. C'est un grand jour aujourd'hui parce que ça fait quand même depuis 2020 que je travaille le projet. Puis on a travaillé fort pour y arriver, mais maintenant c'est fait que l'usine est en marche. Puis on a bien hâte lundi matin de faire de l'acier des clients. L'acier galvanisé, au fond, l'acier est un support. Quand on trempe l'acier dans le zinc, en ressortant, ça fait un oxyde de zinc, donc ça fait la galvanisation. Ça sert à protéger les pièces d'acier pour 50 ans, 75 ans, dépendant de l'épaisseur de zinc qu'on met. Au début du processus, l'acier est accroché, c'est de l'acier qu'on dirait noir. Ensuite, il va dans un procédé de décapage, de dégraissage, décapage et puis de floxage pour ensuite aller dans un séchoir pour terminer dans le bain zinc, qui ensuite est décroché, palettisé et expédié. En plus d'être le plus gros bassin de galvanisation au Canada, l'usine de Galveco se démarque à plusieurs niveaux de ses concurrents, notamment au niveau de l'éco-responsabilité. Comme je dis souvent, on n'a pas réinventé la roue. Là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'améliorer le processus, puis surtout d'améliorer le processus en éco-responsabilité. Notre ligne de galvanisation est complètement électrique et puis tout le pré-traitement et le séchoir fonctionne à la biomasse. Donc, on ne dégage pas de GES. Qu'est-ce qui peut nous différencier aussi, c'est qu'on a un entrepôt pour la galvanisation. Quand l'acier est galvanisé, tout l'acier est à l'intérieur. Elle ne sort pas dehors jamais, sauf quand elle va sur le camion pour l'expédier. Ça l'aide beaucoup à la qualité de la galvanisation. La fierté se sentait d'ailleurs au sein des employés de l'usine qui assistaient, eux aussi, aux fruits de leur processus de formation. Une certaine fierté, parce qu'on est quand même parti de loin. On était arrivé il y a 2 mois, c'était gros. Puis aujourd'hui, on aboutit, là, ça commence. Là. Certaine nervosité, on veut que ça se passe bien. Puis pour tout le monde, que ce soit pour les patrons, les employés. Puis non, c'est une fierté comme Michael dit, puis on est bien contents.
L'ADN de Galveco, c'est que tout le monde est relativement au même niveau. Fait que, comme ma DRH se plaît à dire, des fois, je m'amuse à vider le lave-vaisselle et puis je mange avec les employés. Fait qu'on est, comme tu dis, on est une famille. Tout le monde est bien content, puis les gens sont disponibles. Il y a eu des petits changements d'horaire de dernière minute. On leur demandait de rentrer plus tôt, plus tard, ou finir, faire des plus longues journées, puis ça a toujours été des oui. Fait qu'on est très content de la réponse de nos employés, là. Fait que c'est un projet. Les gens ont adhéré à un projet. Aujourd'hui, M. Simard se dit fier d'avoir pu mener à bien ce projet qui est, selon lui, une très bonne nouvelle pour l'économie de la région. Bien, depuis le début, je le dis, je le fais dans Charlevoix, pour Charlevoix. Fait que personnellement, je trouve que c'est un bel accomplissement. Puis encore une fois, je crois que la région de Charlevoix est capable d'avoir un peu de manufacturier, malgré le fait qu'on est une région étiquetée touristique. Fait que ça ne peut pas faire de tort de diversifier l'économie. La piscine du cégep de l'Apocatière, qui était fermée depuis 2023, sera enfin rénovée au coût de 14,8 millions de dollars. Et Gérald de Beaulieu de CEMA TV nous apprend qu'un important montage financier a dû être réalisé afin de faire face à l'augmentation des coûts. On écoute son reportage. Le cégep de l'Apocatière confirme que le processus d'appel d'offres pour la rénovation de la piscine régionale est maintenant complété. C'est l'entreprise Construction Citadelle, basée à Québec, qui a obtenu le mandat s'étant classé conforme et plus bas soumissionnaire. Nous avons également appris lors du point de presse qu'un financement supplémentaire s'avérait nécessaire par rapport aux prévisions. En effet, à la suite de l'ouverture des soumissions, le coût du projet est désormais évalué à 14,8 millions, soit 3,8 millions de plus que l'estimation récente s'élevant à 11,4 millions. Des discussions de dernière minute ont permis d'atteindre le montant global. Le député de la circonscription de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, et le directeur général du cégep, Steve Gignac, se sont montrés rassurants en faisant le point sur la situation. Mais on croyait qu'aujourd'hui, c'était essentiel de pouvoir préciser les éléments du montage financier et de démontrer comment le gouvernement du Québec a pu accompagner et travailler main dans la main avec le cégep. M. Gignac décrit le contexte et l'apport complémentaire du gouvernement du Québec. Quand on a ouvert les soumissions, on était à 11 144 000. On était près du plafond qu'on avait. Donc, de ce côté-là, il a fallu se retourner de bord et puis avoir des discussions sérieuses. Et l'échec n'était pas une option. Retourner vers la communauté pour dire que ça prend un effort supplémentaire n'était pas une option. Et il fallait trouver une solution. On avait une fenêtre pour réaliser nos travaux qu'on veut respecter et c'est début juin. Plus le temps passe, on le sait, plus il peut y avoir de la surchauffe. C'est essentiel pour le cégep de partir en travaux dès juin. Mais de régler le 3,4 millions en quelques jours, il y a vraiment, ça a pris vraiment une volonté politique forte. Pour nous permettre de compléter le montage financier, il y aura un 2 millions qui vient du ministère et 1,3, 1,4 millions là, arrondi du cégep pour compléter ce 14,8 millions-là. Comment s'explique cette augmentation? Cette augmentation-là s'explique par, le plus bas soumissionnaire à 11 144 000 et s'ajoute à cela tous les frais d'ingénierie, d'architecture et de consolidation de la structure, ainsi que les frais de contingence, la partie des taxes que le cégep ne récupère pas. Que dire de ce dénouement tant attendu? C'est quand même une étape très importante ce matin. Je vous rappelle que la piscine est fermée complètement. Il n'y a plus d'eau dans cette piscine-là depuis mai 2023. Moi, je me réjouis là, vraiment aujourd'hui à cette annonce importante pour notre milieu, pour la MRC de Lillet, pour la MRC de Kamouraska et l'ensemble de la population. Et que réserve l'avenir? Il y a des défis techniques quand même importants qui fait que c'est un projet qui n'est pas si simple que ça à réaliser. Maintenant que le budget et le début des travaux sont connus, quand aura lieu la première baignade? Ce qui a été publié dans les appels d'offres, on voit décembre 2027, mais je pense qu'on est mieux de cibler notre échéancier tourne plus autour de mai 2028. Le chantier s'amorcera au début du mois de juin. Un événement officiel est également prévu à cette période afin de souligner l'apport de tous les partenaires à la concrétisation de la réfection des infrastructures de la piscine. C'était Gérald Beaulieu à l'Apocatière pour CEMA TV Information. À Forestville, les jeunes qui s'apprêtent à célébrer la fin des classes sont conviés à une activité de simulation d'un accident routier
afin de bien comprendre les dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. Joanie Gaudreau, de la Télévision du Littoral. Le 29 avril, le complexe Guy Ouellet a été le théâtre d'une activité de sensibilisation d'envergure, alors que des élèves de 4e et 5e secondaire des polyvalentes des Bergeronnes et de Forestville ont pris part au projet Impact. Cette initiative vise à prévenir les comportements à risque sur la route, notamment la conduite avec les capacités affaiblies, la vitesse excessive, l'utilisation du cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Au cœur de la journée, une simulation réaliste de collision automobile a été présentée en 2 temps dès la matinée. Les élèves ont ainsi été confrontés aux conséquences concrètes d'un accident, tant pour les victimes que pour leurs proches. Cette activité, présentée tous les 2 ans depuis une décennie, cible un moment stratégique de l'année. Les bals de finissant sont à nos portes et il s'agit d'une période propice à la consommation d'alcool et au comportement à risque. La Sûreté du Québec veut prévenir plutôt que guérir. Parmi les participants, Lauriane Chiasson, 17 ans, a joué un rôle particulièrement marquant, celui de l'adolescente décédée dans l'accident. Une expérience qu'elle décrit comme profondément émotive. On entend là, tout ce que le jeu de Marie-France, puis tu sais, ça me donne envie de pleurer ça aussi, même si c'est moi qui est censée être morte. Ben, tu sais, ça me donne de l'émotion, puis je pense que les gars aussi, tu sais, on le vit pour de vrai quasiment, fait que ça apporte pas mal d'émotion. Pour elle, l'importance de participer allait bien au-delà du simple jeu. Je trouve ça important de montrer aux jeunes que ça arrive, c'est pas juste aux autres, puis que ça peut t'arriver à toi aussi, là. Fait que je trouvais ça important de montrer ça. Ouais. Élève de secondaire 5 à la Polyvalente des Rivières, elle estime que ce type d'activité vient renforcer les messages déjà transmis à l'école. Je pense que, tu sais, ils nous préparent bien dans les cours, là, les cours sur l'alcool, la drogue, le cellulaire au volant, tu sais, ça nous prépare quand même, mais je trouve que c'est important de le faire quand même parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient pas avoir bien compris ou qui ont besoin d'être visuelles, de voir que ça se passe pour de vrai. À ses côtés, Marie-France Dréan incarne depuis les débuts du projet en 2015 le rôle de la mère de la victime, un rôle chargé qu'elle continue d'endosser par conviction. Je trouve que c'est important de montrer aux jeunes que tu prends une petite décision comme ça, oh, il va, c'est pas grave, mais regarde ce que ça peut faire, là, tout ce que ça implique, là, surtout pour Nico, là, lui, là, c'est gros. Là. Bon, la maman aussi, elle a perdu son enfant, mais la personne aussi qui fait ça, tout le monde, dans le fond, sont impactés par ça. Puis c'est ça le but, c'est vraiment de, bon, comme elle dit, ils sont sensibilisés, ça va bien, mais ça, c'est la dernière taloche qui fait réfléchir avant de prendre une décision. L'organisation d'Impact repose sur une vaste collaboration. Près de 60 intervenants, incluant policiers, professionnels de la santé, bénévoles et partenaires communautaires, participent à la mise en scène et aux différentes activités de la journée. Lors du mot de bienvenue, la policière intervenante en milieu scolaire et organisatrice Valérie Cahouette a tenu à souligner l'engagement collectif derrière l'événement. La simulation a été suivie d'un programme varié visant à approfondir la réflexion des jeunes. Les participants ont assisté à une conférence donnée par une procureure aux poursuites criminelles et pénales avant de partager un dîner sur place. En après-midi, le témoignage d'une victime d'accident de la route est venu ajouter une dimension humaine à la journée. Les élèves ont également pu découvrir divers métiers liés aux services d'urgence et échanger directement avec les intervenants présents. Pour la Sûreté du Québec, ce type d'initiative s'inscrit dans une approche de prévention bien ancrée. Bien que certaines tendances, comme la consommation d'alcool chez les jeunes, soient en diminution, de nouveaux enjeux, notamment liés à l'usage du téléphone cellulaire, nécessitent une adaptation constante des messages de sensibilisation. Présenté à l'échelle provinciale, le projet Impact dépend toutefois de l'engagement local pour voir le jour. À Forestville, l'initiative est présentée depuis 2015 et elle revient tous les 2 ans. Joanie Gaudreau, à Forestville. Carl Blanchette de la télévision communautaire de la Matapédia nous présente le nouveau lieu de rencontre, d'échange et de soutien qui vient d'être inauguré à Val-Brillant. À Val-Brillant, un nouveau lieu de rassemblement vient de voir le jour dans les locaux de la Marina, donc pensé comme un véritable espace communautaire accessible à tous. Ce projet est né d'un besoin exprimé par les citoyens de pouvoir se retrouver dans un endroit chaleureux et inclusif. Coin café, espace familial, jeux et même frigo communautaire. Plusieurs partenaires du milieu se sont mobilisés pour concrétiser cette initiative. J'ai rencontré des personnes derrière ce projet porteur pour leur communauté.
Maxime, Marie-Claude, on inaugure aujourd'hui cette nouvelle espace communautaire à Val-Briand. L'espace était déjà ouvert pour les frigos partagés. Qu'est-ce qui fait que cet espace-là a changé pour devenir un espace communautaire? Bien, l'idée est venue vraiment de Marie-Claude. Quand elle nous a dit, oui, on va faire un frigo, mais la salle, elle ne trouvait pas à son goût. Elle a dit, pourquoi pas faire un milieu accueillant? Puis de toute façon, c'était demandé par nos citoyens aussi, qu'on ait une salle communautaire pour venir se recueillir, prendre un café, puis socialiser. Fait que je pense que l'idée de Marie-Claude, ça a venu, puis elle a dit je m'en occupe, puis elle a fait des plans, elle nous a montré ça à la municipalité, puis les plans ont été très bien accueillis et aujourd'hui on a réalisé qu'est-ce que Marie-Claude elle avait conçu avec ses plans. C'est quoi les modifications qui ont été apportées pour justement rendre cet espace-là plus communautaire, plus accueillant? On part de loin quand même, je pense. Quand vous êtes venu justement à l'inauguration des frigos pour tous, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, mais aussi il faut que je fasse un rappel que l'idée derrière l'espace, c'est aussi une idée dans le CFLM qu'on voulait faire un petit coin, qu'on cherchait un espace pour les familles, un espace pour se rencontrer, puis de fil en aiguille, bien, on en est venu à l'idée on voulait un espace pour tout le monde se retrouver parce qu'on n'a pas de café, on n'a pas de restaurant. On voulait un espace intérieur pour se retrouver. Mais ici, justement, ce qui a été fait, c'est de repenser dans le petit espace. On voulait tout balancer, là. Il y a un espace pour une vue sur le lac, un espace pour les enfants, un espace pour un jeu de société, puis prendre un café en même temps. C'est en fait quasiment un espace bistrot. Quand on regarde le petit comptoir sur le bord de la fenêtre, c'est quand même très accueillant. Mais justement, avec le frigo pour tous, parfois, il y a des repas ou si jamais on va amener son lunch, on vient de marcher, on peut le faire chauffer, il y a le four micro-ondes, le café, on n'a pas de restaurant. On peut venir manger ici en communauté, en 5 à 7 avec ses voisins ou avec la famille aussi. J'ai vu aussi que, dans le fond, vous avez rajouté un petit comptoir là avec un évier, une machine à café. Je ne sais pas si elle est payante ou gratuite. Oui, c'est 2 $. 2 $, OK. Puis là, les heures d'ouverture, ça va ressembler à quoi? Parce que je sais que quand vous aviez inauguré les frigos, je pense que c'était accessible 24 heures, mais là, ça va être les heures vont être réduites un petit peu pour être plus avec la marina, je ne me trompe pas. Bien, je pense qu'au courant de l'été, on va vraiment y aller avec les heures du camping. Fait que quand le camping va ouvrir, on va ouvrir le matin et ça, quand le camping va fermer le soir. Donc, très tôt le matin et très tard le soir quand même. Là. Soit du lever du soleil au coucher du soleil. Okay. Donc, c'est pas 24 heures, mais tout comme là. Tout comme. Ouais. Puis là, est-ce que vous avez prévu organiser des activités ou quelque chose pour pouvoir rendre cet espace-là vivant ou vous voulez le laisser vivre par lui-même? Bien, déjà, en ce moment, je pense que la population il a déjà pris goût. Il y a déjà beaucoup de personnes qui viennent prendre un café, qui viennent socialiser ici. Je pense que c'est vraiment l'espace communautaire que la population voulait et que là, maintenant, on a pu le réaliser. Donc, tu sais, c'est déjà quand même très bien fréquenté. Bien, merci beaucoup. Fait comme ça, on va essayer d'inviter les gens à venir fréquenter cet espace super accueillant. Mais merci. Bien, merci beaucoup à vous. C'est souvent grâce à nos échecs que nous pouvons progresser, affirme l'animateur et conférencier Gino Chouinard, qui était de passage au Salon Santé et Mieux-être de la Métis, là où Marc Després l'a rencontré. Alors, je me trouve avec Gino Chouinard qui vient de donner une conférence ici au Salon Santé et Mieux-être. Eh bien, bonjour. Bonjour, Marc, enchanté. Alors, je vais prendre un peu de votre exemple dans votre conférence. Alors, je n'ai pas fait d'entrevue avec Gino Chouinard encore. Oui, c'est la première fois, donc c'est ça. Non, mais c'est vrai que, ajouter le mot encore, des fois, quand on réfléchit à des défis, à des objectifs, à des situations de vie, ça change tout. J'ai pas de maison en Gaspésie. C'est pas la même chose que j'ai pas de maison en Gaspésie encore. Ça ouvre des portes en bas québécois. Exactement, oui. Et est-ce que c'est la fête de Salut Bonjour qui vous a amené à donner des conférences dans la province? Bien, je voulais faire des choses différentes. Quand j'ai quitté Salut, j'avais réfléchi à cette possibilité-là. J'ai trouvé de l'inspiration dans mon propre vécu que je partage aux gens. Puis c'est agréable pour moi de rencontrer des gens comme ça puis d'aller un peu partout au Québec pour présenter une partie de mon parcours professionnel que les gens ne connaissent pas. Et bon, je pense que les gens, comme moi, ont un peu été surpris au nombre d'échecs que vous avez eus dans le passé avant d'en arriver à Salut Bonjour. Bien, on n'a pas idée quand on décide de s'arrêter
puis de réfléchir au parcours qu'on a eu, soit personnel ou professionnel, quand on l'additionne, les embûches, les échecs, les défis, des fois, on est surpris de voir à quel point ça a été important dans notre processus d'apprentissage. De l'échec naît souvent un apprentissage qui t'aide à ne pas refaire l'échec une deuxième fois. Puis moi, en me penchant sur mon parcours, je me suis rendu compte que j'étais jalonné de moments comme celui-là, ce qui m'a forgé à devenir le communicateur que vous connaissez maintenant. Et peu de gens le savent aussi, mais vous avez même commencé dans le monde du communautaire, là. Ah ben oui, moi, mes premières armes, c'est à la télé et à la radio Peut-être pas communautaire. avec le succès espéré, par contre? Avec un succès vraiment mitigé. Ouais, mais je le voulais pareil, j'aimais ça. Je voulais apprendre, j'étais prêt à essayer des choses pas possibles, qui n'étaient pas toujours bonnes, souvent mauvaises même, mais qui m'ont permis d'apprendre quand même. Et il faut dire aussi, on le dit souvent, les échecs sont formateurs, c'est vraiment le cas de le dire, là. Oui, c'est ça qui m'intéressait, moi, parce que je trouvais que de faire l'éventail des succès, c'est un peu vaniteux, tu sais, puis tandis que de miser sur nos échecs, ça demande un abandon, ça demande une forme d'authenticité, de puiser dans nos fragilités, puis de les exprimer. Puis ça, bien, c'est là qu'on devient plus fort, je pense. Donc, l'intérêt de parler des échecs, même si ça me demande une mise à nu, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et quand vous avez commencé, donc avant d'en arriver à Salut Bonjour, il y a quand même eu un assez long trajet, là. Oui, j'ai roulé dans la garnotte pas mal. Pas mal. Avant d'être au volant de la limousine du matin de TVA, là, j'ai roulé dans le fossé, comme on dit ici, dans le garnotte, dans le champ, puis, mais en même temps, j'avançais pareil, même si ça paraissait pas tant que ça. Ça m'aura permis de m'installer confortablement longtemps sur une belle longue route extraordinaire. Et donc, la conférence, est-ce la seule que vous donnez à ce moment-là? C'est l'angle que vous avez choisi? Oui, ça s'appelle « Le succès de mes échecs » ou encore « Comment ça impossible ». Je fais ça de temps en temps, puis ça m'apporte une grande satisfaction, à vrai dire. Il y a une jeune fille qui est venue me voir à la table à la fin. Elle travaillait ici aujourd'hui. C'est une étudiante qui a fini son secondaire, je pense, puis elle s'en va au cégep, de ce qu'elle m'a dit. Puis elle a dit, elle avait les yeux pétillants. Elle a dit, t'as pas idée comment que ça m'a inspiré pour la suite des choses. Je trouve que d'accepter que tout ne sera pas gagnant du premier coup et que parfois, il faut avoir un vent de face pour pouvoir voguer, bien, je trouve que ça apporte ça aux gens, tu sais. Et bon, une question qu'on vous pose souvent et qui est, je pense, inévitable. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter Salut Bonjour, quand même un bateau confortable, là? C'est vrai, c'était confortable. J'aimais ça. J'aime encore ça, à vrai dire. Mais mon corps était usé, ma tête aussi. J'avais besoin de faire autre chose de ma vie professionnelle puis de prendre une pause. Mais j'ai tout aimé. Vraiment, ça a été une expérience professionnelle tellement enrichissante que je vais toujours être redevable de ça. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter une expérience comme Sortez-moi d'ici, quand même aux antipodes de ce qu'on connaissait de vous? Bien, Sortez-moi d'ici, c'est une façon de se challenger, de voir jusqu'où on peut aller, comment on peut sortir de situations embarrassantes, imprévisibles, challengeantes. Quand on nous met au défi, on s'écroule ou on se lève, tu sais, puis Sortez-moi d'ici, ça nous permet de se lever puis d'aller au bout de nos limites. Et aussi, bien, vous aviez même pensé peut-être même abandonner dans le parcours, mais vous êtes demeuré jusqu'à la fin? Oui, parce que abandonner, des fois, c'est trop facile. Des fois, c'est peut-être mieux d'affronter le vent puis de se lever dans la tempête. Et là, bien, il y a un beau vent qui se lève. Donc, l'automne prochain, à partir du mois d'août, les gens vont pouvoir vous entendre au 98.5. On a une station quand même affiliée ici à Rimouski. Donc, on risque de vous entendre au moins de 5 à 6,5. Là. Ah, ben oui, je pense qu'on se connecte sur... Ici, le local à 17h, c'est ça, hein, je pense. Ben oui, donc vous aurez le privilège, ça vous tente évidemment, de vous joindre à mon équipe pour le retour à la maison dès le 17 août prochain. Et qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce nouveau défi? Bien, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort puis explorer, essayer des choses. Ma conférence, ça traite de ça, donc je peux pas être moi celui qui est le cordonnier mal chaussé. Alors, il fallait que j'accepte un genre de défi comme celui-là, même si j'en avais refusé plusieurs auparavant. T'sais. Et à ce moment-là, donc, c'est le gros projet de l'automne, parce que bon... Oui, avec ça, c'est du travail à temps plein. Là. C'est une quotidienne à la radio, c'est 40-50 heures de travail par semaine minimum. C'est ça, les gens souvent se disent, bon, ils font juste... ils lèvent la switch puis ils parlent. Mais...
Il y a de la recherche. Il y a de la recherche, de la préparation, il y a des rencontres, des meetings. Il y a vraiment beaucoup de jobs que les gens ne voient pas, mais qui sont nécessaires à l'exécution de la tâche. Et sûrement aussi, pour vous, c'est intéressant parce que, bon, c'est ça, c'est une mission réseau, donc les gens vont pouvoir vous suivre outre que Montréal. Oui, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je suis content qu'on soit diffusé ici, c'est super, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de me challenger, de me mesurer à un nouveau combat dans le ring, puis je suis prêt à acheter les gants. Donc, à ce moment-là, pour Gino Chouinard, c'est un nouveau début, quoi. Exactement. Parce que la radio, bon, vous l'aviez fait avec certains plus ou moins de succès, selon les exemples que nous avez donnés. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais j'ai pas... Non, il y a des choses qui ont bien été, là, mais dont j'ai pas parlé. Mais généralement, ça a été rocambolesque. Oui. Donc, pour vous, c'est... Le travail dans les médias, c'est comme inné, là. Ça fait mais c'est jamais donné. Hein? On n'a jamais acquis ces affaires-là. Il faut toujours le travailler pour que ça marche. Il faut toujours continuer à travailler fort pour arriver à ses fins. Sinon baisser les bras ou avoir l'impression qu'on est arrivé, c'est, selon moi, de se mettre en situation difficile. Alors, moi, je doute toujours. Le doute fait partie de mon quotidien. Est-ce que c'était votre première visite ici dans la Métis? Non, je viens souvent. Moi, j'aime venir pêcher en Gaspésie. Okay. Je reviens à Matane prochainement pour la soirée de bénévoles à l'Arena de Matane. Okay. J'étais à Rivière-du-Loup il n'y a pas longtemps. C'est un coin que j'adore. Donc, les conférences vous permettent quand même voyager dans la province? Oui, mais dans les dernières fois que je suis venu ici, c'était pas pour le travail, c'était pour le plaisir et le loisir. Okay. Bref, bienvenue chez nous. C'est gentil, merci à vous. Et en tout cas, on peut inciter les gens, donc si on voit Gino Chouinard apparaître sur son calendrier près de chez soi, on leur suggère fortement d'y aller. Merci Marc, c'est gentil. Merci. La serre pédagogique des Jardins de la Chevretière à Deschambault permet aux jeunes et moins jeunes d'apprivoiser les bases du jardinage grâce à l'activité Pousse-Terreau. Un reportage de Papa Moussa Camara de CJSR. Êtes-vous familier avec les familles de légumes? Ça sent déjà le printemps. Une vingtaine de jeunes ont mis les mains dans la terre lors d'un atelier de culture de pousses organisé à la serre pédagogique et solidaire de Deschambault, jeudi dernier. Au programme, dégustation, apprentissage et création de mini-jardins à ramener à la maison. Pour plusieurs participants, c'était une première découverte. Aujourd'hui, j'ai goûté des pousses que je connaissais pas forcément. Il y en a qui piquent. Celle du radis, ça m'a bien piqué, j'ai pas trop aimé. Mais c'était très sympa. On a visité un petit peu la petite serre qui était derrière. Et puis là, on parle un peu avec tout le monde. Au-delà de l'activité, c'est aussi une occasion de tisser des liens. On est quand même un petit groupe et on peut rencontrer des gens, on peut parler avec tout le monde. Donc ça peut être bien pour l'intégration. Et puis c'est intéressant quand même, on apprend des nouvelles choses. Et puis moi j'aime bien tout ce qui est agriculture. Je suis un peu, mon travail il est un peu dedans et tout, donc je suis contente, ça c'est bien. Même constat pour Francis Benoît, récemment installé dans la région. Ça nous permet de connaître du monde qui habite ici ou qui vont habiter ici. Fait que ça permet de se faire un réseau de contacts puis d'apprendre des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis dans le coin. L'atelier répond aussi à des besoins concrets du quotidien. Fait que là, justement, on veut commencer à se faire pousser un jardin. Fait que là, d'apprendre à faire des semis puis des pousses puis tout ça, ça aide vraiment, justement, autant à économiser qu'à faire un jardin à la maison puis tout ça. Là. C'est déjà des projets qu'on voulait faire. Fait que là, on a une activité comme ça nous permet vraiment d'en apprendre plus puis pouvoir le faire nous-mêmes chez nous. Sur place, la serre pédagogique joue un rôle clé dans la transmission des savoirs. Alors, la mission de la serre, il y a 2 missions principalement. C'est de recevoir des groupes scolaires et des groupes communautaires aussi. Donc, on reçoit des poupons jusqu'aux aînés et de transmettre un savoir-faire par rapport à l'alimentation saine et par rapport au jardinage également. Une partie des récoltes est d'ailleurs redistribuée dans la communauté. Puis dans l'autre portion, donc la serre est divisée en 2 portions. Dans l'autre portion de la serre qu'on appelle solidaire, cet espace-là est dédié à la production d'aliments qui sont redistribués dans la communauté, soit dans les collations Santé Port-Neuf, dans les banques alimentaires ou différents organismes qu'on trouve sur le territoire. Mais au-delà de la technique, c'est l'expérience humaine qui marque. Eh bien, j'avais déjà reçu un groupe l'an dernier. J'avais adoré mon expérience. J'ai moins d'expérience, justement, avec les adultes. Je suis plus familière avec les enfants. On dirait que c'est plus naturel. Mais finalement, à chaque fois que je reçois le groupe de place aux jeunes, là, c'est la 2e fois, puis je me rends compte que la curiosité est là chez les gens. Puis c'est de voir les regards, les questions,
l'intérêt que les gens ont pour la culture, l'agriculture, la production. Donc, je pense que c'est ça, c'est les yeux curieux que j'aime avec cette expérience-là. Puis de voir les gens réseauter ensemble aussi, moi, de rencontrer ces gens-là, ces nouveaux gens qui sont intéressés par l'expérience portneuvoise. Moi, j'ai déjà été dans leur peau parce que ça fait 10 ans qu'on est arrivé ici. Donc, quand on est arrivé, on avait une jeune famille, on connaissait pas grand monde. J'ai pas grandi ici. Donc, je trouve que ça amène tellement de diversité, les nouveaux arrivants dans notre coin de pays. Là, c'est merveilleux. Pour Place aux Jeunes Portneuf, organisateur de l'activité, l'objectif est clair. Favoriser l'enracinement des nouveaux arrivants. Ça fait moins d'1 an qu'ils sont dans la MRC de Portneuf. Ils viennent vraiment des 4 coins de notre territoire. Ils apprennent à se parler. On les voit derrière. Là. Ils discutent, ils jasent, ils échangent. Ils font des liens. Donc ça veut dire que plus que tu as des liens sociaux, plus que tu as envie de rester dans une région. Donc, mission réussie. Aujourd'hui, c'est nous d'apprendre à repartir, à faire pousser des pousses sur terreau, à repartir avec, le germinage, comment ça fonctionne. Donc là, c'est aussi une découverte de la région pour ces jeunes-là qui viennent d'arriver, en plus de se découvrir entre eux. Un pari réussi, alors qu'une vingtaine de participants âgés de 18 à 35 ans ont répondu à l'appel. J'ai vraiment appris de A à Z, là, comment faire pousser des pousses à la maison. Fait que c'est très cool. Moi, j'en fais à la maison d'habitude, mais c'est juste dans l'eau. Fait que là, j'ai vraiment appris comment le faire à partir de la terre. Fait que je vais tester ça à la maison parce que dernièrement, mes pousses, ils poussaient plus. Fait que on va tester avec la terre maintenant. Puis j'en ramène chez moi. Fait que c'est très cool pour mon dîner demain. Entre apprentissage, nature et rencontre, cet atelier montre que parfois, il suffit de semer quelques graines pour faire pousser un sentiment d'appartenance. Papa Moussa Kamara, depuis Deschambault-Grondines, pour CJSR. Grâce au soutien du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, les artistes locaux peuvent bénéficier d'un soutien adéquat pour monter une exposition, à l'exemple de l'artiste Chantal Coute, que Félix Sabourin-Gonzalez de C'est-Sur.tv a rencontré. Le 21 mars dernier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a accueilli le vernissage de la sculptrice Chantal Coute, lauréate du programme Trace du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, qui vise à offrir soutien et encadrement aux artistes locaux. Présente lors de l'événement, C'est sur la télé s'est entretenu avec la lauréate afin d'en apprendre davantage sur son parcours et sur le programme. Bienvenue dans mon univers. C'est un univers que finalement ici je trouve encore plus magnifique que de le voir dans mon atelier, dans mon sous-sol. Alors merci énormément. Si on m'avait dit un jour que je ferais de la sculpture, que j'aurais même une exposition solo, je ne l'aurais jamais cru. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment votre adhésion au programme Trace a pris forme? Oui, en fait, ça fait 2 ans que je regarde le programme Trace, mais je n'avais pas osé le faire. Et cette année, j'ai plusieurs artistes qui m'ont fortement encouragé que ça serait une bonne. J'étais rendue là. Et effectivement, je trouve ça un programme extraordinaire pour aider à nous développer, pour nous donner un peu plus d'envergure, d'avoir du soutien professionnel aussi. Je trouve ça excellent comme programme, vraiment, là. Pourquoi est-ce que c'est important pour le CA-CVS d'avoir un programme comme Trace pour soutenir les artistes locaux? Bien, en fait, c'est un programme où tout le monde est gagnant. On l'a vu au fil du temps, c'est vraiment un projet là, qui agit comme un genre de tremplin. C'est vraiment facilitant dans la pratique artistique. Ça leur donne la confiance de participer à d'autres projets par la suite aussi. Intitulée « Instant suspendu », l'exposition est composée d'œuvres représentant, selon Chantal Coute, le vrai bonheur, celui que l'on retrouve dans les petits moments du quotidien. Comme l'explique la sculptrice, ces œuvres sont réalisées à partir de matériaux recyclés, un élément essentiel de sa démarche artistique. Travailler pour des matières usagées, pour moi, transformer un fil de cuivre, toutes les œuvres commencent avec un fil de cuivre, et redonner vie à ce qui aurait été jeté. C'est devenu pour moi une façon de créer, mais aussi un engagement important envers le monde.
Pouvez-vous nous expliquer un peu votre démarche artistique? Je fais de la sculpture avec des matières recyclées. Alors, je commence avec un fil de cuivre, dans la majorité des cas. Je vais tremper des tissus dans un produit, un durcisseur de textile, et je vais pouvoir le façonner, puis je vais pouvoir ajouter plein de différents tissus de différentes sortes, avec différentes textures, différentes matières naturelles, mais il faut toujours que ce soit des matières naturelles. Tout ce que je peux mettre la main dessus pour pouvoir recycler. Pourquoi utiliser des matières recyclées? Pourquoi des matières naturelles? Et j'ai toujours fait du recyclage toute ma vie. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours aimé travailler avec mes mains aussi. Moi, ça me rend heureuse de savoir que ça va pas justement au dépotoir, que là, je prends quelque chose qui serait jeté aux poubelles, mais que là, je peux faire quelque chose de beau avec. Ça vous fait quoi en tant qu'artiste de voir qu'il y a le Conseil des arts et de la culture qui a vraiment à cœur le développement, justement, des arts et des cultures dans la région? Je trouve ça vraiment phénoménal parce que je ne crois pas qu'il y a énormément d'endroits de la région qui ont ce soutien-là, ce support-là. En tant qu'artiste, on se sent vraiment épaulé avec les experts et les professionnels du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges. C'est un aide inestimable pour les artistes. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie a rencontré l'artiste Lise Tanguay qui présente en ce moment l'exposition Les uns les autres à l'auberge de la Seigneurie d'Aymont. Le vernissage que je vais vous présenter ce soir, c'est le vernissage Les uns les autres. Pourquoi cette thématique Les uns les autres? C'est que chaque tableau est interrelié dans un voyage humain. C'est principalement de l'encre, c'est fait avec de l'encre. Et l'encre, j'appelle ça un peu de l'émotion impatiente. C'est que lorsque l'encre est couchée sur le papier, elle sèche. C'est quasi instantané. Alors l'émotion qu'on y transmet, c'est vraiment l'émotion, je dirais, brute, là. Ici, dans cette partie-ci, on est plus dans mon atelier que j'ai transformé pour le vernissage et pour les nouvelles saisons. Ça veut dire printemps, été, automne, et après, ce sera un autre cycle. Fait que dans cette partie-là, c'est des tableaux à l'acrylique qu'on a tout autour de nous. Et puis ici, c'est un peu une rétrospective des différentes expositions que j'ai faites à Montréal, à Québec et aussi ici à Saint-Anne-des-Monts. Je vous présente le vernissage Les uns les autres, un peu comme j'expliquais, c'est un voyage intérieur. Dans ce que je fais, c'est un peu une juxtaposition, je vais dire comme ça, entre le réel et la fiction et un peu, je dirais, le concret et l'abstrait. C'est comme le jeu de l'un et de l'autre. Si on regarde ici, je vais juste vous lire un petit bout de texte qui va situer l'œuvre. Rivage. Il avait atteint le rivage des anciens, dénudé, apaisant. Il avait compris, dans la fuite des abris, que le simple bonheur, celui qu'on dit tout petit, est d'autant le plus grand partage du cœur. Si je vous parle de ce que moi je ressens quand je peins, quand je parle de l'émotion impatiente, c'est un peu... en fait, si on regarde cette œuvre-là, on va voir des personnages en ascension, des personnages imaginaires, évidemment, mais si on fait un recul sur l'œuvre, on va voir un personnage que j'ai pas créé, qui s'est créé par lui-même dans le jeu des mains, du pinceau. Alors, cette toile-là, ce tableau-là, il s'appelle Le Passeur. Je me suis autoproclamée complice de Lise. Dans le fond, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux puis de tout ce qui se passe sur Internet. Puis des demandes aussi là, de subventions ou quoi que ce soit. Là, si jamais il y en a à faire, ça va être moi qui va s'occuper de ce bout-là. Fait que je m'occupe toute de la page Facebook, d'Instagram, puis aussi de la plateforme en ligne, notre nouvelle plateforme. En fait, c'est pas notre plateforme parce qu'on fait affaire avec Artfellow, mais c'est Artfellow qui a approché Lise, en fait, pour pouvoir avoir la chance de pouvoir vendre ses œuvres en ligne sur Internet à l'international. Donc, ça, c'est un site Internet que tout le monde peut aller visiter et acheter des produits en ligne. Le taux de change se fait automatiquement, là, puis on peut commander de partout dans le monde. Ici, c'est un tableau à l'acrylique. Ce tableau-là me permet peut-être plus de vous expliquer comment, quand je rentre en création, ce qui m'anime.
En fait, je commence à peindre sans avoir une idée préconçue, je vais dire comme ça. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais peindre avant de le faire. Et avant qu'il soit terminé d'ailleurs, parce que tout le long, il se transforme, il devient un peu ce qu'il veut devenir malgré moi. Et puis, ce tableau-là, je peux vous le montrer, c'est comme un bel exemple de ce que j'explique. C'est... Je peignais, et à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait une femme qui était contre lui. En regardant, en voyant cette femme-là, j'ai dit, bon, le tableau, il est terminé, je n'y retouche plus, c'est cette femme-là qui devait s'installer dans le tableau. Ici, c'est un peu un voyage. Si on regarde avec, je dirais, le détail, on va voir... la naissance, on va voir un petit peu le parcours. Tantôt, on parlait de Arfello. Arfello, c'est quoi? C'est un site Internet que la Galerie Soho a mis en ligne. Galerie Soho, c'est reconnu à travers le monde. Ils ont plusieurs galeries aussi à travers le monde, dont leur principale qui est à Stockholm. En Suède, merci. Fait que à Stockholm, en Suède. Fait que dans le fond, quand ils nous ont approchés, ils nous ont demandé d'envoyer 2 œuvres de Lise à Stockholm. Fait qu'on a envoyé ça récemment, puis on a bien hâte que ça arrive, puis qu'on puisse tout mettre ça sur Internet pour avoir encore plus de visibilité. Puis ça fait qu'il y a des gens en Suède qui vont pouvoir acheter les œuvres de Lise. D'avoir les œuvres de Lise en ligne sur la plateforme web de Arfello, ça nous a donné le boost qu'il fallait pour Lise d'obtenir sa professionnalisation auprès du CALC, donc du Conseil des arts et lettres du Québec. Donc on est très fiers de ça, puis on est très content que Lise puisse être reconnue professionnelle dans son domaine qui est de peindre et d'écrire de la belle poésie. Simon Thériault de Télévague rencontre à Bonaventure le photographe Jean-Pierre Babin pour nous présenter l'exposition La langue des algues à l'affiche jusqu'au 28 août prochain à la Bibliothèque Françoise Bugeaud. Jeudi le 7 mai à 19h, les citoyens de la région étaient conviés au vernissage de l'exposition La langue des algues de Jean-Pierre Babin à la Bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Jean-Pierre signait ici une toute première expérience en tant qu'exposant. Il a accepté de nous en dire davantage sur sa démarche artistique ainsi que sur l'inspiration derrière ses œuvres. Avec le petit appareil, je suis allé sur le bord de la plage, puis j'ai vu... sur la baie, sur la plage Beaubassin, c'est-à-dire qu'il y avait du goémon, puis tout ça, puis ça puait un peu, puis c'était noir, puis finalement, je me suis rapproché, puis j'ai pris une photo, puis je suis allé chez nous, puis j'avais un logiciel pour travailler des photos sur mon portable, mais je ne le savais pas parce que c'était neuf, puis j'avais pas eu le temps d'explorer encore. Puis finalement, j'ai ouvert ça, puis j'ai agrandi ça. Ça a donné des photos comme ça, là. Ah oui, c'est vraiment spécial. Agrandi, là. Ouais. Puis, finalement, j'ai pas pu arrêter. T'as continué. Toutes les photos, là, je les travaillais, puis je passais mon temps là-dessus. J'en ai posé plusieurs, mais avec une photo, je pouvais peut-être faire 5 photos. OK. En prenant des extraits différents. Avec la autre, oui, absolument. Ben là, moi, j'ai zoomé ça, puis ça a donné... des couleurs incroyables. Mais c'est les couleurs, disons, ça a toute l'air propre, là, mais c'est les couleurs dans la saleté, là. Ouais. Tu sais, puis en les découpant, puis en mettant un fond noir ou de couleur, ça fait ressortir la forme. Ah, c'est vraiment beau. Puis pourquoi la langue des algues? Bien, parce que la première photo que j'ai faite finir, c'est la première. Oui. Ça fait qu'on voit la langue brune, là. OK, oui. Puis à côté, il y a un calice. D'accord. Puis j'ai dit, ça, c'est un gage de succès. Je m'en vais au musée, je vais faire une exposition. Puis tu as rencontré une personne, je pense, un Jérôme, je crois, que j'ai lu quelque part. Oui. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là? Bien, dans le fond, Jérôme travaillait au comptoir. Puis j'ai dit, je vais faire une exposition. Ça fait que j'y montre ma photo, que j'ai fait agrandir par M. Bottle Trevor. Ah oui, Trevor, oui. Trevor Bottle. Puis... il m'a fait un grand format. Ça fait qu'on voyait que tout était net, tout était clair. Ça fait que j'avais pas peur de faire celle-là, tu sais, en grand format parce que je savais que la définition allait être bonne. OK.
Ça fait que, à partir de ça, ben, j'ai tout le temps parlé de la langue des algues parce qu'elle est là. Oui, tu la vois vraiment. Oui. OK. Puis, dans le fond, je leur donnais un peu de la parole, tu sais. Oui, comme- parce qu'ils semblent parler, les algues, ils semblent nous conter une histoire. Ouais, aussi. c'est Si on ça. le regarde les plusieurs, une à côté de l'autre. Comme lui, haut les mains, ben pour moi, c'est une tête Oh, de oui. cheval. Il a les deux bras en l'air. Ouais. Et moi, je dis quelqu'un qui est déprimé, passe en avant de ça, il se fait haut les mains. Haut les mains, oui, c'est Et ça. bon pour la journée, tu sais. Puis ça, là, c'était juste sur le bord de l'eau. Puis quand j'arrivais pour prendre la photo, la vague est arrivée, puis ça fait des bulles. OK, OK. Mais c'est pas nettoyer, rien, tu sais. Le poisson, là, hallucinant, lui, là. Des couleurs jaunes, des couleurs incroyables, là. Puis si je le prends d'un peu plus loin, ici, il y a un globe terrestre, c'est blanc, tu sais, qu'il y a en avant, là. Ça fait que je disais, le poisson doré qui porte la terre entière sur son cœur. OK. C'est le 16e vernissage. Oui, OK. 6 plus 1, 7. Et je suis né en juillet. Et j'ai 77 ans. OK. Ça C'est sera bon. mon dernière exposition. Bon. Oui, c'est jusqu'à la fin... jusqu'à la fin août. Fin août. En même temps, c'est qu'au début juillet, je vais changer quelques photos parce que, dans le fond, j'en ai même des plus grandes, et puis je pouvais pas toutes les mettre nécessairement en même temps. Puis ça va faire un petit renouveau là, OK. Parfait. en juillet. C'est bon. OK. Un gros merci. Merci à toi. L'exposition se poursuit jusqu'au 27 mai. Si vous êtes de passage du côté de la bibliothèque de Bonaventure, prenez le temps d'y faire un arrêt. L'exposition mérite assurément le détour. Lynn Brisson de la télévision communautaire des Laurentides s'entretient avec des joueurs de la Coalition d'improvisation des Laurentides qui nous parlent de leur passion pour ce sport hors de l'ordinaire. Bonjour, ici Dean Brisson. Aujourd'hui, je rencontre les joueurs de la Ligue d'improvisation CHIL, la Coalition d'improvisation des Hautes-Laurentides. Voici mon reportage. Je suis en compagnie de David qui est à sa deuxième saison maintenant de la CIHL, la Coalition d'improvisation des Hautes-Laurentides. Merci de nous accorder cette entrevue. D'où vient l'idée? Comment ça a parti? Comment ça vous êtes si impliqué dans ce beau projet? Bon, d'abord, il faut dire que moi, ça fait environ une trentaine d'années que je fais de l'improvisation. Puis avec Jacob Cadieux, qui est l'initiateur de la Ligue, on a pensé à se trouver une place pour faire de l'improvisation dans les Laurentides. Donc, on a créé de toutes pièces la CIHL, qui consiste à avoir un bassin de joueurs dans lequel on pige des équipes différentes à chaque match pour des joutes d'improvisation devant public. Beaucoup d'improvisation dans ta vie, donc ça fait plusieurs années, là. Ça fait, oui, je dis 30 ans, mais j'aime à dire que je fais de l'improvisation depuis que je suis tout petit. Oui, l'expérience du public, la folie, amuser les gens, ça fait partie de moi là, depuis toujours. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un côté comédien qui vous a attiré à ça ou le côté improvisation? Qu'est-ce qui a plus joué dans... Bien, c'est intéressant parce que d'abord, je voulais être comédien. J'ai fait un peu de théâtre, mais rapidement, je me suis comme spécialisé, si on veut, en improvisation. Je trouve que c'est plus spontané, plus intéressant. C'est une autre chose, en fait, apprendre des textes puis jouer des mises en scène, c'est autre chose que les créer, en fait, ces histoires-là, là, de toutes pièces comme ça, là, sur la fly, comme on dit, là. C'est un organisme sans but lucratif. Pourquoi vous avez décidé de partir un OBNL? Et comment, autour de quelle table ça s'est passé, là? C'est quoi l'histoire de la création? Bien, Jacob va je ne sais pas si vous allez interviewer Jacob tantôt. Bon, Jacob va vous expliquer un peu plus les motivations de la Ligue, mais ça tourne autour beaucoup du développement des individus qui cherchent à faire de l'improvisation. Donc, l'intégration sociale, créer des liens entre les gens, se permettre d'avoir un espace où on peut libérer un peu de folie et puis rester équilibré, en fait, malgré la folie sociale, en fait, là, qui nous entoure. Oui. Les matchs sont en alternance, une semaine sur deux, mais il y a aussi des pratiques.
Oui, il y a des pratiques. Il y a une pratique par mois environ. On fait 1h30 de pratique en équipe, donc c'est ouvert à tous les gens qui sont membres de la CIHL, puis également à certaines personnes qui font partie de Cassiopée Danse, qui est un autre organe, en fait, là, artistique dans les Laurentides, là, que vous aurez sûrement la chance de découvrir là, à plus ou moyen terme. On vous voit jouer le rôle, donc, d'arbitre, des fois, de juge. Il y a différents rôles là, au sein de l'organisation. Oui, c'est ça. Alors, principalement, joueur. Ensuite, c'est une de mes fans. Vous avez des fans? Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, arbitre, joueur. Et puis, j'anime certains ateliers aussi de formation. Puis, évidemment, il y a les statistiques aussi à tenir parce qu'on essaie de garder une certaine trace de ce qu'on fait, là. Ouais. Ceux et celles qui vous écoutent en ce moment, vous leur dites quoi pour qu'ils participent, qu'on vienne jouer, qu'on soit dans une des équipes? Ah oui, bien, surveillez les réseaux sociaux de la CIHL sur Facebook principalement, où sera annoncé pour la saison prochaine les auditions. Il y aura des auditions où les gens viennent s'essayer, là, comme on dit. Il y a toujours des places parce qu'il y en a qui restent, il y en a qui partent. Puis oui, c'est ouvert à tous, hein, 7 à 77. On peut dire, oui, même 78, on peut dire, disons. Mais c'est un peu intimidant de passer une audition, là. Le mot audition, mais moi, pour avoir fait le trajet, j'ai trouvé que c'était plus comme une petite joute informelle. Et là, vous jugez les nouveaux, si on veut, là. Oui, on essaie de rendre ça le plus ludique possible, en fait, là, pour que les gens n'aient pas nécessairement l'impression de se faire évaluer, mais plutôt de participer à un exercice où leurs forces sont mises en valeur. Quelqu'un qui dit « J'ai toujours voulu en faire, je suis trop gêné ça serait quoi ton conseil? » D'être volontaire et de franchir la barrière qui nous empêche parfois de laisser aller cette espèce de tension qui nous garde à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Oui. Je vous laisse nous présenter Jacob. Jacob, c'est qui pour vous et l'organisation? Bien, Jacob, c'est d'abord un très bon ami. C'est un collègue aussi formidable. Un très bon joueur d'improvisation, un intellectuel assez calé. Oui, bien, vous allez voir, vous allez le découvrir. C'est un être très intéressant, oui. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Et bon match! Merci, merci. Nous sommes en compagnie de Patricia, improvisatrice. Comment tu as trouvé ton match ce soir? J'ai adoré mon match. Cohésion d'équipe. Oui, donc, ouais, on était une belle équipe, bien équilibrée, puis à l'écoute. Bien important. Oui, ça semble super important. Ça fait combien de temps que tu fais de l'impro? Non. Hein? On peut pas demander ça à une femme, monsieur. Alors, ça fait 20 ans que je fais de l'impro. Ah oui? Hein? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à 5 ans. C'est ça, tu as l'air d'avoir... c'est ça. Exactement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'en faire de l'impro? C'est comparé à être, mettons, comédienne. Est-ce que tu n'aurais pas aimé aussi être comédienne, disons? Ah non, moi, j'ai toujours aimé les stand-up comiques. Oui? Oui. D'ailleurs, j'ai étudié, j'ai fait quelques cours à l'École nationale de l'humour. Bon. Les cours du soir, accessibles à tout le monde. Je suis pas une vedette. Non, mais c'est accessible à tout le monde, puis c'est ça que je voulais faire, du stand-up. Donc, l'impro, ça te donne comme le feeling de faire du stand-up? En fait, le stand-up, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe. Ouais. C'est comme on se plante des couteaux dans le dos. C'est plus ça. Fait que j'ai pas aimé tant ce côté-là que je retrouvais avec l'impro, mais l'impro, j'en fais depuis plus longtemps. C'est que j'ai commencé l'impro, puis je me suis dit, hey, je veux faire ça dans la vie. Fait que tout de suite, je me suis dit, le stand-up. Puis à l'École nationale de l'humour, j'ai trouvé que rapidement, il y avait de la compétition, puis j'aimais pas ça. Puis je me suis dit, je vais retourner à l'impro. J'aime ça. C'est un hobby, c'est agréable. C'est comme une game de hockey, c'est ça que j'aime. Dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené? Ben moi, mon chum avait son équipe de hockey, il allait jouer avec sa ligue de bedaine, puis je me disais, voyons, j'aimerais savoir ma ligue de bedaine, moi aussi. Fait que c'est ma ligue de bedaine. Mais on rit. C'est le fun. Ben là, c'est parce que c'est nouveau, hein? Ça fait juste 2 ans, la CIHL. Avant, tu jouais où?
Avant, je jouais à Amos, en Abitibi, pour l'Alibaba, la meilleure ligue d'impro, après la CIHL, évidemment. Tu viens de l'Abitibi? Oui. C'est une Abitibieuse? Habituoise. Abitibitoise. Ouais! Non, Abitibienne. Abitibienne. Puis là, c'est populaire là-bas? Ça joue, hein? Ça marche bien, oui, absolument. Ligue d'impro à Rouen, Val-d'Or, ouais, OK. Feu Val-d'Or, mais oui, puis la Sarre, oui, ça marche bien, l'impro en Abitibi. On aime rire, hein? Fait frette, il faut bien rire un peu. OK, fait que là, si tu avais un conseil, parce que 20 ans d'expérience, c'est quand même super, si tu avais un conseil à donner à des gens qui n'osent pas là, de venir passer l'audition à l'automne ici, là, tu leur dirais quoi? Ben moi, je leur dirais improvisateur, improvisatrice, là, on l'est depuis la naissance ou quasiment. Là, on se fait piquer à la naissance. Fait que c'est quelque chose qu'on fait avec les copains, qu'on fait avec les collègues, etc. Puis c'est pas rare que quelqu'un arrive retraité, whatever, qui ont fait de l'improvisation plus longtemps qu'ils pensent, tu sais, parce qu'ils en font au quotidien. Fait que t'es improvisateur avant de monter sur les planches, dans l'arène, ouais. Je pense. Parce que souvent, il y a des gens qui m'en parlent, qui me disent « Ah, moi, j'aimerais ça, mais je suis gêné, tu sais. » Ben oui, moi, je suis extrêmement gênée. La plupart des improvisateurs sont gênés. La plupart des humoristes sont gênés. Puis socialement, ils ont beaucoup de difficultés. Puis c'est pour ça qu'ils ont développé cette arme redoutable qu'est l'humour. Donc, si t'es gêné, c'est parfait. Faut que tu sois gêné pour faire de l'impro. Ah oui. Ben, quasiment. Quasiment. Ouais, vraiment. C'est vraiment intéressant. Quel que t'aimes plus, comparer, mix? Mix. Oui. Ouais, j'aime ça. Pourquoi? Ben, comparer, on se fait un petit planning. Tandis que mix, là, tu rentres puis t'as aucune idée de ce que tu vas faire. Puis j'adore ça. Mix, c'est quel impro mix que tu as fait en 20 ans de carrière d'improvisatrice qui te revient encore dans la tête aujourd'hui? Là, tu fais comme, ouais, ça, c'était bizarre ou c'était drôle. Bon, le défaut, c'est que après les matchs d'impro, souvent, on se rappelle plus des impros qu'on a chiés. Donc, c'est plus ça qui me vient en tête. Je pense les malaises qui sont venus, mais sachez, puis ça, c'est important de savoir ça, le public, là, ils n'ont aucunement envie d'être en avant. Ils se souviennent jamais des impros que tu as chiés. Toi, tu penses que tu l'as chié, eux autres, ils s'en souviennent pas. Puis, ils voudraient, mais en aucun cas, être à ta place. Fait que de toute façon, tu es une héroïne ou un héros d'être déjà là. Fait qu'il faut garder ça en tête, là. Il n'y a pas de pression là-dedans. Ouais. Merci, Patricia, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Et bonne continuation, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci. Venez nous voir. Oui. Ouais. Les mardis. Les mardis? Un mardi sur deux. Un mardi sur deux. C'est à la microbrasserie La Veillée, Sainte-Agathe. On l'a eu ensemble, on l'a eu. Oui, on a eu tous les détails. Oui, je l'ai décrit dans la c'est clair. Ouais. C'est super fait. Merci. Bon. Merci. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.